Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Décédé le 30 septembre dernier, l'ex-ministre de la Promotion de la Femme et maire de Port-Bouët, Hortense Akangui, a été inhumé ce vendredi. La cérémonie de levée de corps s'est déroulée en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le boulevard de Marseille à Marcory va bientôt être réhabilité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé aujourd'hui les travaux. Coût global de l'ouvrage, plus de 50 milliards de nos francs. À l'étranger, les députés indépendantistes du Parlement catalan ont déclaré ce vendredi l'indépendance de la République catalane, une annonce qui est intervenue alors que le Sénat autorisait le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy à exercer sa tutelle sur la région. Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité nationale et internationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi au palais présidentiel avec l'ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire. Son Excellence Moustapha Attef est en fin de mission dans le pays. Au menu des discussions, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'État de Palestine. Viviane Aimé. En fin de mission, après 3 années à la tête de la représentation diplomatique de l'État de la Palestine en Côte d'Ivoire, son Excellence Attef Moustapha est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel. L'ambassadeur palestinien a saisi l'occasion pour porter au président de la République une invitation de l'autorité palestinienne à visiter la Palestine. Il a en outre annoncé l'arrivée prochaine à Abidjan d'une délégation d'hommes d'affaires palestiniens. C'est un grand honneur. Je reçu par son Excellence le Président. On a discuté pour notre relation. Vraiment, on a des relations extraordinaires entre mon pays, l'État de Palestine et la Côte d'Ivoire. J'ai discuté avec son Excellence le Président pour la paix et le rôle que la Côte d'Ivoire compte pour faire la paix à notre région. Nous, les Palestiniens, c'est notre choix la paix, notre choix de faire la paix avec notre voisin pour créer un État palestinien avec la capitale de Jérusalem. Son Excellence le Président, et lui, il est avec les 2 États. Et moi aussi, j'ai invité le nom de mon président Mahmoud Abbas pour visiter Palestine. On a aussi discuté pour faire beaucoup de projets palestiniens à Côte d'Ivoire, pour organiser une conférence pour les hommes d'affaires palestiniens à Côte d'Ivoire. On a discuté aussi la relation dans quelques sujets de culture, pour signer l'agrément entre la Côte d'Ivoire et Palestine. L'ambassadeur de l'État de la Palestine a révélé avec satisfaction une décision du président de la République issue de leur entretien, à savoir la nomination d'un ambassadeur non résident de la Côte d'Ivoire en Palestine. Avant cette audience, le président Alassane Ouattara a effectué hier une visite de travail en Guinée, visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre les 2 pays. Le chef de l'État a échangé avec son homologue guinéen Alpha Condé, notamment sur les préparatifs du sommet Union africaine-Union européenne qui aura lieu à Abidjan. Awatouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli à l'aéroport international de Conakry par son homologue de la Guinée, le professeur Alpha Condé, qui avait à ses côtés des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel guinéen, ainsi qu'une forte communauté ivoirienne conduite par l'ambassadeur Youssouf Diarra-Souba. Après le cérémonial d'accueil, les 2 chefs d'État se sont rendus à l'hôtel Sheraton où ils ont eu un entretien. Au terme de cet entretien, ils ont animé un point presse au cours duquel le président de la République de Guinée, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a indiqué qu'ils ont passé en revue des questions liées notamment à la CEDEAO et à l'Union africaine. Il y a le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan. Nous avons affirmé que ce sommet doit se tenir à Abidjan et que l'Union africaine non seulement doit parler d'une seule voix,
Et le président Alassane a tout mon soutien en tant que président de l'Union africaine. Nous allons démontrer que les Africains sont aujourd'hui mûrs et quelles que soient les divergences, nous allons marcher ensemble pour l'avenir de l'Afrique. Ce sommet sera un succès. Intervenant à son tour, le président Alassane Ouattara a remercié son aîné, ami et conseiller politique, le professeur Alpha Condé, pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé, mais également pour le soutien qu'il lui a toujours apporté. Président, je sais que vous consacrez beaucoup de temps à notre continent et c'est une fierté pour nous de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais réitérer mes félicitations et dire que pendant cette année 2017, vous avez fait un travail exceptionnel pour l'Union africaine et pour tous les pays membres du continent. Et comme le président vient de le dire, le prochain sommet Union africaine-Union européenne se tient à Abidjan. Et donc, je suis heureux qu'il ait endossé définitivement cette décision. Évidemment, la Côte d'Ivoire prendra les dispositions nécessaires qui ont été arrêtées avec le président de la Commission. Et je voudrais aussi dire que nous avons passé en revue une série de questions importantes pour la sous-région, notamment la question de la monnaie unique. Et c'est un objectif que nous avons ensemble. La situation au Togo, qui évolue donc bien. Et bien sûr, nous faisons confiance au président Alpha Condé pour continuer de suivre ce dossier en relation avec d'autres chefs d'État de la région ouest africaine pour que nous puissions tenir le prochain sommet de la CEDEAO à Lomé le 16 décembre prochain. Le président de la République a indiqué que les questions bilatérales ont également figuré au menu de l'entretien avec son homologue guinéen, en insistant sur les voies et moyens de leur renforcement. Militante de première heure du PDCI RDA, ancienne ministre de la promotion de la femme et maire de la commune de Port-Boué, Hortense Akangui est décédée le 30 septembre dernier. Elle a été inhumée aujourd'hui en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aimé. J'annonce Madame Hortense Akangui. Dernière sortie publique pour Hortense Akangui, née Hortense Dadié, icône de la politique ivoirienne. Épousant les sillons tracés par son géniteur Gabriel Dadié, qui fut compagnon de première heure de Félix Houphouët-Boigny et qui a contribué à son côté à la création du RDA. Hortense Akangui a été pendant plusieurs décennies une figure emblématique de son parti, le PDCI RDA, dont elle est vice-présidente et membre de son bureau politique. Ancien député, ancien ministre, ancienne présidente de l'association des femmes ivoiriennes, l'AFI, maire régulièrement élue depuis 36 ans de la commune de Port-Boué. L'icône politique qu'elle a été aura réussi à faire l'unanimité puisque, taisant les querelles, la famille des Houphouëtistes était au complet ce vendredi matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour prendre part à la cérémonie de levée de corps de la défunte. Au premier rang, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, et son épouse. Outre les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, il y avait foule, comme à chacune des étapes qui ont marqué le déroulement des obsèques de cette vaillante militante du PDCI et maire légendaire de la commune de Port-Boué, qui s'est éteinte le 30 septembre dernier dans sa 84e année. La cérémonie de levée de corps sur le parvis de la cathédrale a été marquée par un vibrant hommage que lui a rendu l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI. Contre vents et marées, par-dessus tout et partout, tu as sublimé la fonction municipale. Pour les maires de Côte d'Ivoire, tu es plus qu'une doyenne, plus qu'une conseillère. Tu étais notre recours pour la crédibilité de nos plaidoyers. Tu étais notre repère d'inspiration pour l'animation citoyenne. Tu étais un étendard que nous brandissons pour garantir notre respectabilité comme acteurs de développement. Le témoin que tu nous passes en ce jour est le flambeau de l'engagement pour le développement local. Tu nous invites à la persévérance, à rechercher toujours dans la proximité l'amélioration du vécu quotidien de nos populations.
Mère infatigable de la commune de Port-Bouët, la défunte comptabilise aussi une vie personnelle exemplaire. 60 ans de mariage et de complicité avec un compagnon dont elle a eu 6 enfants qui lui ont donné à leur tour 16 petits-enfants. Sa foi catholique avait une grande part dans sa vie. Rendons grâce à Dieu parce que elle-même, elle a mis Dieu au centre de sa vie. Et c'est ce qui lui a donné cette joie, cet engagement total pour la société, pour la commune, cette disponibilité à sa famille et à tous ceux, celles qui entraient dans sa maison. C'est tout simplement parce qu'elle a rencontré Jésus, elle lui a ouvert les portes de son cœur, elle a compris qu'avec Jésus, il fallait se mettre au service de tous et de chacun. Et c'est ce qui a fait sa joie, c'est ce qui a fait son bonheur. Et c'est pour cela que nous lui rendons hommage ce matin. La levée de corps a été suivie d'une messe de requiem concélébrée par un collège d'évêques conduit par le cardinal Jean-Pierre Coutois et ponctuée par de nombreux chants de foi et d'espérance. La famille des oufouettistes, une fois encore, était présente au complet. À la fin de la célébration, la sonnerie aux morts a été exécutée sur le parvis de la cathédrale en hommage à la défunte, avant le départ pour le cimetière de Williamsville, où elle devait être inhumée. Autre chose à présent, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé ce vendredi au lancement des travaux de réhabilitation du boulevard de Marseille. Ce boulevard réhabilité va, selon le chef du gouvernement, désengorger le boulevard Valéry Giscard d'Estaing et améliorer les conditions de circulation des usagers dans la partie sud-est de la ville d'Abidjan. Herman Guivé. Un coup de pelle, et pas n'importe lequel, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance les travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard de Marseille et des voies connexes. Dans 18 mois, le boulevard de Marseille présentera une toute autre configuration. Il subira un aménagement en 2 fois 2 voies sur une longueur totale de 13,4 km. Ce qui devrait permettre la réduction du temps de parcours sur les axes concernés, la réduction du nombre d'accidents de la circulation, la réduction du coût d'exploitation des véhicules. Partenaire de la Côte d'Ivoire sur le projet, la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, le maître d'ouvrage, le ministère des Infrastructures économiques, le projet s'exécutera en 2 phases. La première phase qui nous réunit ce jour porte sur un linéaire total de 10 km 200 et comprend l'élargissement de la voie entre le pont Félix Houphouët-Boigny et le carrefour du CHU de Trècheville sur une longueur de 2,5 km. De la voie entre le carrefour du CHU de Trècheville et le carrefour du boulevard du Canal sur une longueur de 1,4 km et de la route entre le carrefour du boulevard du Canal et le carrefour de la Nouvelle Pergola sur 1,2 km. Les travaux aussi comprendront l'aménagement et le renforcement de la route entre le carrefour de la Nouvelle Pergola et le boulevard Valéry Giscard d'Estaing sur une longueur de 2,7 km, l'élargissement de la rue Thomas Edison sur une longueur de 1,2 km et enfin l'élargissement de la rue Pierre et Marie Curie sur une longueur de 1,2 km. La réalisation du projet aura un impact certain sur les habitudes des usagers. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la mise en œuvre de ce projet, a demandé que des dispositions particulières soient prises pour faciliter les déplacements des populations. Tout en comptant sur l'indulgence des Abidjanaises et des Abidjanais, je voudrais demander aux structures techniques et le ministère en premier d'adopter dans les meilleurs délais un plan de circulation dans les zones impactées par les différents projets en vue d'atténuer les désagréments liés à ces travaux. Je fais appel également au professionnalisme de tous les intervenants, maîtres d'ouvrage délégués, entreprises chargées des travaux et bureaux de contrôle, pour relever le défi de la qualité et du respect des délais. D'un coût total d'environ 43 milliards de francs CFA, le projet s'inscrit dans le volet aménagement des voies structurantes d'Abidjan du programme d'entretien routier 2013-2015 de la Côte d'Ivoire.
Un mot de défense, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a visité aujourd'hui la caserne du camp Agban de gendarmerie en vue de s'imprégner de son fonctionnement. Il est revenu sur l'amélioration des conditions de vie des gendarmes. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko en visite de travail dans la caserne de gendarmerie d'Agban. Objectif, s'imprégner des réalités de la gendarmerie nationale. Ceci pour réussir au mieux la mission de protection et de sécurisation des populations et leurs biens. Pour cela, Ahmed Bakayoko a visité le groupe d'escadrons blindés, doté de véhicules blindés à roues, et l'unité d'intervention de la gendarmerie composée d'officiers et de sous-officiers spécialement entraînés et équipés pour faire face à des missions antiterroristes. Au champ de tir, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a pu apprécier le savoir-faire de ces hommes dans un exercice antiterroriste. Une visite qui a été l'occasion pour les gendarmes de la caserne d'Agban d'exprimer leur loyauté et leur engagement à servir la nation. La gendarmerie nationale s'engage à maintenir la sécurité en faisant face à toutes sortes de défis pouvant entraver la quiétude des concitoyens. L'ensemble des militaires de la gendarmerie nationale s'inscrit dans votre vision pour aller vers l'émergence d'un gendarme nouveau à l'horizon 2020. En retour, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a salué les efforts de la gendarmerie nationale dans sa mission de protection et de sécurisation des personnes et leurs biens. Je vous invite, quelles que soient les turbulences, à demeurer des gendarmes, à garder ce qui fait votre spécificité. Nous allons ensemble engager des actions qui vont nous permettre de lever le niveau des prestations pour que les gendarmes travaillent et vivent dans de meilleures conditions. Je voudrais m'engager à prendre des dispositions pour que tous les bâtiments du camp Agban soient ravalés. Et je vais veiller également à ce que la promotion du gendarme se fasse de sorte que vous n'ayez aucune frustration dans votre profil de carrière. Puis le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est rendu dans des familles de gendarmes pour s'imprégner de leurs conditions de vie avant de prendre part à un repas de corps pour célébrer la cohésion au sein de la caserne de gendarmerie d'Agban. Après la défense, on s'intéresse à la sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a lancé hier au plateau le projet de recensement et de géolocalisation des associations culturelles, des lieux de culte et des édifices religieux. Un projet pour assainir le milieu culturel et promouvoir la paix et la cohésion à travers le renforcement du dialogue religieux. Par Gassoro Koni. L'État veut se doter des moyens de contrôle et d'assainissement du milieu culturel. Un projet de recensement et de géolocalisation des associations culturelles, des lieux de culte et des édifices religieux est alors lancé. Il vise à répertorier les associations religieuses, identifier les leaders religieux, localiser les lieux de culte et les édifices religieux, mais aussi réglementer la création des espaces de culte et la construction des édifices religieux. Comment voulez-vous encadrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où il loge, vous ne savez pas où il habite, comment vous l'encadrez? Donc il faut bien le localiser, il faut l'identifier, le connaître pour pouvoir donc procéder à cet encadrement. Les cultes poussent tous les jours, à longueur de journée. Les gens s'habillent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont. Mais si l'État a décidé de faire un recensement, c'est une très bonne chose. S'il y a la géolocalisation, et puis comme ça, bon, identifier, bon, je pense que c'est la sécurité totale. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ce projet va permettre la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers le renforcement de la plateforme du dialogue interreligieux. Je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance, mais aussi profiter de cette occasion pour vous exprimer la reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et du gouvernement tout entier pour la permanence de vos actions de médiation et de sensibilisation des populations, actions
qui contribue au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce projet de recensement et de géolocalisation des associations culturelles, des lieux de culte et des édifices religieux va prendre en compte les associations culturelles et lieux de culte des communes du district d'Abidjan et des autres localités du pays. Rendons-nous à l'hémicycle où les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté 3 projets de loi. Ils portent sur la ratification d'ordonnances prises par le chef de l'État. Il s'agit des ordonnances sur la taxe d'importation de l'Union africaine et la réduction des taux de prélèvement communautaire de solidarité de l'UEMOA, ainsi que le droit unique de sortie applicable au café et cacao. Gabriel Zani. Au lieu de 1% de la valeur en douane des marchandises importées des autres pays vers ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est 0,8% que ces pays devront payer désormais. Une mesure incitative prise par la conférence des chefs d'État de l'Union pour réduire le taux du PCS, le prélèvement communautaire de solidarité. Le jeudi, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé l'ordonnance prise par le président de la République à cet effet. Un autre projet de loi adopté le même jeudi, c'est le projet de loi portant ratification de l'ordonnance instituant la taxe à l'importation de l'Union africaine. Ce sont des taxes qui devraient permettre à ces institutions régionales et à la Commission de l'Union africaine d'avoir les ressources de leur politique, d'avoir les ressources pour permettre aux différentes commissions en leur sein de travailler pleinement pour l'intégration régionale et l'intégration africaine. Des projets de loi que les députés doivent analyser avant la fin de la session parlementaire pour conforter la place de leader de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, tout comme la place de premier producteur mondial de cacao que le pays veut à tout prix conserver. Dans ce sens, les députés ont aussi approuvé une autre ordonnance prise par l'exécutif. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance fixant les taux du DUS, le droit unique de sortie applicable au café cacao. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fixation de la taxe d'enregistrement et du taux des redevances versées à l'organe de régulation de la filière ne sera plus pas arrêtée, mais selon la loi. Parlons éducation. L'école primaire publique Plateau 1 à Dembokro dans la région d'Unzi a été réhabilitée. Cette nouvelle bâtisse a été réceptionnée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Camara. C'est une action de la LONASI pour soutenir les efforts du gouvernement en faveur de l'éducation. Il est à noter que les présidents Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et le président de la République Alassane Ouattara ont été écoliers dans cet établissement. Kader Sogodougou. L'écolière Yabré Karidiatou, en classe de CM2, monte le drapeau au son de la bidjanaise entonnée par ses camarades. Un chef traditionnel procède à la libation. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle peut dès lors arborer un sourire. L'école à Dembokro est en fête avec la réception de l'école primaire publique Plateau, réhabilitée par la LONASI. Ce sont 3 bâtiments de 18 classes et des bureaux, une école de formation de la petite enfance qui ont été réhabilités. Une action de la LONASI en soutien aux efforts du gouvernement en faveur de l'éducation. C'est le 15 mai 2017 que la direction générale de la LONASI a reçu un courrier sollicitant une aide en vue de la réfection d'une partie de la clôture qui s'était écroulée sous le poids des années. Ce courrier mentionnait également la nécessité de procéder au ravalement des murs et au renforcement des toitures et portes. L'école primaire publique Plateau a une histoire singulière. Ouverte en 1912, elle a accueilli comme écoliers feu le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié et le président de la République actuelle Alassane Ouattara. Pour le maire de Dembokro, il est bien temps, avec cette réhabilitation, que l'ex-école régionale de Dembokro porte un nom à la dimension du service rendu à la Côte d'Ivoire. La demande est formulée. Nous avons souhaité que le groupe scolaire où nous sommes, vu son histoire, porte le nom groupe scolaire Alassane Ouattara. Nous espérons vivement que nous serons entendus. Ce vœu, Kandia Camara avait déjà prévu l'exaucer. J'ai l'honneur et le plaisir
de vous remettre l'arrêté portant changement de dénomination de l'EPP Plateau 1 qui devient dorénavant EPP Alassane Ouattara de Timokro. Alors, j'ai le grand bonheur d'annoncer que nous avons obtenu le financement pour la construction d'un lycée de jeunes filles avec internat ici à Timokro. Les écoliers ont su, à travers des scènes, remercier tous les bienfaiteurs. À cela, il faudra ajouter la voix de leur mère qui s'est également élevée pour s'associer au remerciement. Les nouvelles sont moins bonnes du côté de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une école primaire de fortune de 6 classes est effondrée sur les élèves et leurs instituteurs. Le bilan fait état de plusieurs blessés, mais il n'y a aucune perte en vie humaine. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie aujourd'hui à Abidjan en Assemblée générale ordinaire. Comment faire face à la concurrence des entreprises étrangères dans un environnement en pleine libéralisation? La Fédération en réflexion veut trouver une réponse pour une meilleure compétitivité des entreprises de la sous-région et tirer ainsi parti de l'élargissement imminent de la zone CEDEAO. Lansine Bakayoko. Accord de partenariat économique APE, adhésion probable de nouveaux pays à la CEDEAO, bref, ces perspectives ont tendance aujourd'hui à modifier négativement les politiques commerciales d'un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Nos réflexes de vouloir protéger les marchés locaux démontrent que nous n'avons pas encore pris conscience de notre rôle et surtout notre pouvoir de changement du cours des événements dans notre sous-région. Dans un contexte de mondialisation irréversible, il ne s'agit donc plus de s'enfermer dans une sorte de protectionnisme, mais de promouvoir de véritables entreprises nationales ainsi que des marchés régionaux intégrés capables de tenir la concurrence aux multinationales étrangères. La solution pour l'accélération du processus d'intégration, pour moi, réside dans le tandem CEDEAO-FOPAO. Avec une croissance économique plus alerte, 5% annuelle ces dernières années, en raison notamment des nombreuses réformes engagées, les États de la sous-région et le secteur privé ont davantage de chances de se relancer et d'améliorer le niveau de vie des populations. J'ajouterai à l'endroit des investisseurs que vous êtes qu'il faudra aussi aller plus loin dans la conclusion de joint venture, d'investissements croisés transfrontaliers et de diverses autres formes de collaboration, ceci afin de vous présenter unis et plus forts face à la concurrence internationale dans la perspective de futurs accords de libre-échange qui nous lieront à nos partenaires demain. Au terme de cette Assemblée générale ordinaire, Jean Kakou Diago quitte ses fonctions de président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, au profit de son successeur au patronat ivoirien, Jean-Marie Aka. Dans un autre registre, après l'Assemblée générale tenue le 25 octobre dernier, qui a vu l'élection de Mesme Komoé à la tête de la MUGEFSI, Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ce vendredi, une passation de charges a eu lieu entre ce dernier et le président sortant Mamadou Soro. La passation s'est déroulée au siège de la Mutuelle. Le nouveau président s'engage à poursuivre les efforts pour l'amélioration des prestations de services proposées aux mutualistes. Ailleurs, sous d'autres cieux, le président sortant Kenya, Uhuru Kenyatta, est en tête de l'élection présidentielle avec 98% des voix selon les résultats provisoires. Une élection qui a été marquée ce jeudi par un fort taux d'abstention et des heurts avec la police, faisant 4 victimes. Le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, avait retiré sa candidature pour le scrutin, estimant que la commission électorale n'avait pas procédé à des changements de personnel nécessaires. Il avait appelé ses partisans à boycotter cette nouvelle élection et à rester chez eux. Loin du Kenya, les députés indépendantistes du Parlement catalan ont déclaré l'indépendance de la République catalane ce vendredi, alors que le Sénat espagnol autorisait à Madrid le Premier ministre Mariano Rajoy à exercer sa tutelle sur la région. Le chef du gouvernement espagnol a annoncé la destitution du président catalan Carles Puigdemont, de l'ensemble du gouvernement, la dissolution du Parlement régional et la convocation d'élections anticipées le 21 décembre prochain. On en sait plus avec Gabriel Zani.
Ce vendredi 27 octobre, les événements se sont précipités entre le gouvernement espagnol et les indépendantistes catalans. La Catalogne a officiellement déclaré son indépendance. Ensuite, le Sénat espagnol a voté la mise sous tutelle de la région. Après ces deux faits majeurs de la journée, en Espagne et en région catalane, le chef du gouvernement central, Mariano Rajoy, annonce la destitution du président catalan et de son gouvernement et la dissolution du Parlement. Mariano Rajoy annonce par ailleurs des élections régionales pour le 21 décembre. Les réactions de la communauté internationale ont été très vives. Bruxelles, Paris, Londres, Berlin, enfin, l'Union européenne refuse unanimement de reconnaître la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Elle a réitéré son soutien au gouvernement de Mariano Rajoy. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.